Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal Grand Dialogue National, des propositions fortes émises par des commissions lors des débats pour résoudre la crise anglophone, notamment la révision du statut des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun avec l'élection désormais des gouverneurs de ces deux parties du pays et la suppression de certains postes clés, notamment en lieu et place du fédéralisme. Les travaux se sont achevés ce jour à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, après 4 jours d'intenses discussions lors du Grand Dialogue National en vue de trouver des solutions à la crise sociopolitique qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Les travaux ont donc débouché sur une série de propositions en vue d'une sortie de crise, notamment la révision du statut spécial des régions anglophones qui devraient désormais élire leur gouverneur. C'est l'une des propositions faites en lieu et place du fédéralisme réclamé par l'opposition. Les participants visent notamment, ce statut vise notamment une meilleure autonomisation de ces deux régions. Les commissions ont également proposé un retour à l'appellation de République unie du Cameroun et le rétablissement d'une chambre des chefs traditionnels, la mise en place d'un plan de relance rapide des ex-combattants de ces deux régions anglophones. Au thème des travaux, le secrétaire général du comité central du RDPC, Grégoire Owona, a donc évoqué les mesures à prendre pour un retour rapide à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il appelle à un cessez-le-feu ainsi qu'à la fin des villes mortes. Nous l'écoutons. La première chose, faire le cessez-le-feu, sortir de brousse. Pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, arrêter les villes mortes. Et ensuite, donc, la troisième chose se fera au niveau des hautes autorités du pays, examiner les suggestions qui ont été faites dans le cadre de ce dialogue et implémenter certainement un planning des urgences. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui peut être fait rapidement? Qu'est-ce qui peut être fait moins rapidement? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les mois et les années qui suivent? Parce que dans les commissions, on a bien vu que certains projets peuvent se mettre en marche rapidement, mais d'autres, il faudra des années, il faudra des études. Parce que la reconstruction doit être une occasion et ça doit être peut-être une opportunité de reconstruire certains villages et même de reconcevoir certaines villes. Des jeunes qui ont perdu leur emploi parce que les sociétés ont été brûlées, parce que les plantations ont été dévastées. Alors la première réponse, c'est que certaines sociétés ont consenti à mettre les jeunes en chômage technique. Et la toute première réponse, c'est que si la paix revient, ça veut dire quoi? Si ceux qui sont en brousse arrêtent les armes, s'ils sortent, première chose, ceux qui sont en chômage technique vont retrouver leurs emplois et vont se mettre au travail. Deuxième chose, le gouvernement a entrepris de rechercher des financements dans le cadre de cette crise. Le Premier ministre a mobilisé le gouvernement et ces financements qui ont été trouvés vont être réinvestis donc pour créer de nouveaux emplois. Et réagissant toujours à marge des assises de Yaoundé, le ministre de la Communication s'est dit réjoui de la tenue de ces travaux. René Emmanuel Sadji a également saisi l'occasion pour saluer la décision du chef de l'État Paul Biya de libérer les prisonniers de la crise anglophone. Et selon lui, c'est un signal fort qui devrait donc permettre d'apaiser les tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Écoutons René Emmanuel Sadji, ministre de la Communication. Je crois que ces décisions, en fait, arrivent dans le prolongement de celles qui sont intervenues il y a quelque temps. Il y a eu déjà des décisions dans ce sens qui ont été prises il y a quelque temps. Celle-ci vient conforter la volonté du président de la République de recréer une ambiance d'apaisement, de faire en sorte que la paix revienne. Et si
cette décision peut être justement un élément catalyseur qui nous mène vers la paix. Je pense qu'il faut le comprendre ainsi et s'en féliciter. Vous avez pu noter la joie que cette décision a soulevée, aussi bien dans la salle que parmi nos compatriotes. Et je crois que c'est justement un signal de l'apaisement que le président n'a cessé de préconiser. Et cette décision arrive, sans doute que d'autres viendront dans le même sens pour inciter ses compatriotes à aller vers la paix, car sans la paix, rien ne peut se faire. Nous avons besoin de cette paix. Nous sommes mendiants de cette paix. Il l'a dit lui-même. Et nous en avons ras-le-bol. Nous en avons marre de cette situation qui prévaut dans nos deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est insoutenable ce qui s'y passe. Les atrocités sont innommables. Et nous pensons que cette décision présidentielle, qui n'est pas une prime à l'impunité, mais qui est un acte majeur d'un leader, d'un chef d'État conscient de ses responsabilités, conscient des enjeux de l'heure, et qui a pris sur lui de prendre une telle décision, qui peut, pour certains, être considérée comme quelque chose peut-être qui pourrait inciter à l'impunité, puisqu'il y a des familles qui ont été traumatisées par ce qui a été fait, par ces jeunes gens qui sont allés en brousse. Mais je pense que le chef d'État, dans sa sagesse, dans sa clairvoyance, a pensé que entre plusieurs possibles, cette décision était sans doute celle qu'il fallait prendre. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famonongo, quant à lui, est donc revenu sur la paralysie des écoles dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il a également évoqué les actions à entreprendre pour un retour à la paix et une meilleure reprise des cours dans ces deux régions en crise au Cameroun. Nous l'écoutons. Ce que nous avons retenu de fondamental, c'est qu'il faut absolument maintenir les deux sous-systèmes anglophones et francophones qui doivent coexister. Aucun sous-système ne doit phagocyter l'autre. Cela signifie que nous maintenons la spécificité culturelle, scientifique et académique des deux sous-systèmes. Ça, c'est un acquis fondamental. Nous avons également retenu que le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest était une condition sine qua non pour que les élèves des écoles primaires et maternelles et du cycle secondaire reviennent massivement dans les salles de classe. Je crois savoir qu'après ce grand dialogue national, les cours vont reprendre massivement dans le secondaire et le primaire et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je dois préciser également que parmi les propositions, nous avons retenu que l'histoire du Cameroun doit être enseignée de manière dense et massive. Nous avons proposé 75% dans les curricula du primaire et du secondaire, 75% consacrés à l'histoire du Cameroun, 20% à l'histoire de l'Afrique et 5% à l'histoire du monde. Quand vous allez aux États-Unis, vous verrez rarement un Américain qui pourra situer le Cameroun sur la carte. Alors il faudrait que nous puissions également faire la même chose. Il faudrait que chaque Camerounaise et chaque Camerounais connaisse parfaitement son histoire. Et là, il saura que jusqu'en 1916, de 1884 à 1916, nous étions tous germanophones, parce que c'était le protectorat allemand. Germanophones, mais aussi avec nos langues nationales. C'est à partir de 1916, avec la Société des Nations, en 1918, que nous sommes devenus à la fois francophones pour la partie orientale et anglophones pour la partie occidentale du Cameroun. Donc nous devons savoir que nous sommes tous des frères et des sœurs avec le même patrimoine culturel et linguistique. Nous avons beaucoup d'affinités et l'important c'est de regarder vers la même direction.
Et après la décision du chef de l'État, Paul Biya, de libérer 333 prisonniers de la crise anglophone, 148 personnes ont retrouvé la liberté ce 4 octobre 2019, 54 détenus libérés à Douala, 55 à Bamenda et à la prison de Yaoundé, 25 personnes ont bénéficié de la clémence du chef de l'État. Cette libération donc s'inscrit dans les mesures visant à apaiser les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et se place ici à Douala. Les ex-détenus saluent cette décision du chef de l'État mais souhaitent que des mesures soient prises dans l'urgence pour leur réinsertion au sein de la société. Bon nombre d'entre eux déclarent avoir tout perdu durant ces 3 années de crise. Écoutons à présent ces réactions d'un ex-détenu au micro d'Equinox Télévision. J'ai fait 16 mois. Sur les 16 mois, j'ai eu 14 renvois. Donc avec aucune réponse. On revient au paquet, on me renvoie seulement. Je me sens bien comme le chef d'État a donné la grâce présidentielle. Donc, je me sens très à l'aise. Je demande seulement juste au gouvernement de revoir ma situation parce que tous mes effets que je faisais, je suis un planteur, en même temps commerçant. Toutes mes affaires sont arrêtées. Quand on m'arrêtait, il y avait 70 000 pieds d'ananas plantés. Donc, tout est parti à terre. Il y avait 4 hectares de maïs, déjà presque à maturité. Tout est abandonné. Et également, j'ai un palmeraie de 300 pieds que c'est abandonné. Également, un champ de cacao de 2000 pieds abandonné. Et également, un champ de café de 3500 pieds abandonné. C'est sur les herbes. Je ne sais pas comment commencer ma vie aujourd'hui, comme on me laisse là. Tout autre chose à présent, une légère sérénité pourrait se ressentir chez les populations de Douala. Les forces de l'ordre viennent de mettre la main sur un redoutable gang de malfrats. Le groupe était spécialisé dans les braquages à main armée, constitué de 3 jeunes âgés de tous la trentaine. Ils ont opéré dans de nombreux domiciles privés pendant plusieurs mois. Le reportage d'Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. C'est le résultat d'une traque du groupement de gendarmerie de Douala, sous la conduite de son commandant et mené au plan opérationnel par le chef du bureau des enquêtes, le lieutenant Dani Pierre Ketchadjoueng. Nous avons mis sur le terrain des éléments qui ont commencé à faire des équipes de renseignement, ce qui nous a conduit dans certains quartiers tels que Bonabiri et Bonamoussadi, où les populations se plaignaient en maintes reprises d'être braquées, d'avoir dans leur domicile à des heures tardives des individus qui venaient à des mains avec des armes afin de leur dépouiller de leurs biens et de fois même ôter de leur vie. Pendant environ 2 semaines, les équipes ont cherché du renseignement dans les 2 quartiers où les plaintes ont été enregistrées, Bonaberi et Bonamoussadi. À Bonaberi, ces 3 malfaitants ont été arrêtés. Djiko Augustin et Djongwe Robert sont 2 complices. En leur possession, un pistolet automatique avec un chargeur de 7 cartouches et un poignard. En rentrant dans le mouvement, on a agressé 3 fois ma route. Le téléphone de 15 000, je l'ai remis 3 fois. Et tu as fait la prison? Jamais. C'est les gens qui rentrent souvent dans les ambiances, les samedis parfois. Et bon, quand on les effraie, on prend le téléphone. Et à Bonabé, en 5 jours. Combien de temps que vous faites? Bon, c'est les 3 derniers mois, c'est depuis que maman a voyagé. Tani Sofa opère également à Bonaberi. À sa possession, un pistolet de fabrication artisanale avec à son actif des braquages de domicile privé. On a seulement pris une fille là-bas à 4 étages. Oui. On a pris 20 000 francs à 4 étages. On a pris un homme là-bas, pris 50 000. La gendarmerie appelle les populations à faire usage utile des numéros verts mis à leur disposition en cas de besoin pour les interventions nécessaires. Nous avons des numéros que la très haute hiérarchie a mis dehors, des numéros verts qui sont le 113 et le 117. D'appeler ces numéros car ils répondent toujours et enverront vers eux toujours le patrouille qui sera très efficace. Les 3 malfaiteurs seront présentés devant le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Douala à raison des motifs de leur interpellation, détention illégale d'armes.
On parle économie à présent. Un nouveau plan économique en Afrique centrale. Il a été mis sur pied à l'issue de la deuxième session extraordinaire du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC tenue à Yaoundé. Les membres du comité ont constaté l'échec du premier plan qui offrait très peu de visibilité en termes de performance économique de la sous-région. Rodrigue Ngassi et Aïe Cyril. Après l'échec du premier programme régional de développement de la zone CEMAC, un deuxième programme vient de voir le jour. Sur les 84 projets recensés, 12 ont finalement été retenus sur la base de leur pertinence. Ce n'est plus un État par projet ou 2 États par projet, mais il faut présenter des projets mûrs, c'est-à-dire des projets pour lesquels il y a des termes de référence, des projets pour lesquels les termes de référence ont été validés, des projets pour lesquels il existe ce qu'on appelle APS, avant-projet sommaire, des projets pour lesquels il existe l'APD, l'avant-projet détaillé, des projets pour lesquels l'étude de faisabilité économique et technique est achevée, des projets pour lesquels l'évaluation financière est faite, et enfin des projets pour lesquels l'AMI et parfois le DAO sont prêts. En le faisant, et très courageusement, on en arrive non plus à 84 projets, mais à 12 projets. Les 12 projets comprennent, entre autres, la construction des routes, les aménagements hydroélectriques, l'interconnexion du Cameroun avec d'autres pays de la CEMAC par fibre optique, la construction des ports, coût estimatif global des projets 2820 milliards de francs CFA, soit 55 milliards comme contribution des États membres et 2763 milliards à rechercher auprès des bailleurs de fonds et autres partenaires. Réunis en session extraordinaire à Yaoundé, le comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC, a également pris des mesures pour faciliter la libre circulation en zone CEMAC. On vient aujourd'hui de demander au Gabon formellement, il faut que d'ici 3 mois, il ait son passeport, comme tout le monde. Donc nous allons avoir 5 pays avec 5 passeports. Nous venons de décider de choisir 5 corridors. Il y a plus de 14 corridors routiers. Et chacun traînait le pas. Maintenant c'est clair, on a choisi 5 corridors principaux dans la région où on va construire des 2 côtés de la frontière 10 postes frontières. Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, Tchad, Cameroun, Centrafrique, Cameroun, Congo et Gabon, Congo sont les 5 corridors routiers retenus. La réduction des postes de contrôle ainsi que l'instauration d'une carte rose unique sont également annoncées. Il y a la carte rose. Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez prendre une voiture de Douala et aller à Brazzaville. Mais alors, l'assurance, c'est 3 mois. Maintenant, il faut que cette assurance passe à 12 mois. Pour que les policiers ne soient pas toujours en train de vous demander des choses impossibles, il faut diminuer le nombre de contrôles. Mes chers amis, si vous voyez sur nos routes, parfois il y a près de 100 contrôles. Et on ne sait même pas quelle est la distance entre les contrôles. Il faut des postes où à la fois on a la police, la gendarmerie, la douane et tout ce que l'on veut. Et une fois que vous avez présenté le document, vous passez. Et il faut que votre voiture, lorsqu'elle est à Brazzaville, qu'on ne vous demande pas tous les jours l'assurance. Qu'il y ait un phénomène de compensation qui permet que votre assurance soit valable pendant 12 mois. Que dire alors de la sécurité des personnes et des biens? Nous devons amener Interpol ici pour que les déplacements soient sécurisés et que les gens n'aient pas peur que les gens passent d'un côté à l'autre. D'autres résolutions prises au terme de la deuxième session extraordinaire du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC consistent en la mise sur pied des comités nationaux d'origine dont le rôle sera de certifier sur le plan agropastoral les productions CEMAC en vue de leur exportation. L'actualité sportive à présent avant les publics reportages, un contrat de 2 ans éventuellement renouvelable, période pendant laquelle Antonio Conceição devra donc se qualifier pour la finale de la CAN 2021 et mettre tout en œuvre pour la remporter. C'est l'une des missions assignées au nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Nommé le 20 septembre dernier, le technicien portugais a signé son contrat ce vendredi à Yaoundé. Le reportage de Aïe Cyril une fois de plus. Messieurs, en termes d'objectifs, le ministre des Sports et de l'Éducation physique ne demande pas directement au nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun de remporter la CAN 2021.
mais plutôt de se qualifier pour la finale avant de voir dans quelle mesure la remporter. Il vous incombe, en termes d'objectifs, d'atteindre la finale et mettre tout en œuvre pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Antonio Conceição, qui vient de signer son contrat, devra également qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde 2022 et redorer le blason du football camerounais. De qualifier le Cameroun à la phase finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. D'améliorer le rang du Cameroun dans le classement FIFA et de s'assurer particulièrement, pendant la durée d'exécution du présent contrat, que le Cameroun améliore considérablement son rang au niveau africain. D'améliorer substantiellement la qualité du jeu produit par les Lions indomptables en termes d'efficacité. De veiller scrupuleusement à l'observance d'une discipline de groupe au sein de la sélection nationale fanion de football sur la base du code éthique et déontologique en cours de finalisation. La cérémonie de signature du contrat du nouveau patron du banc de touche des Lions indomptables a démarré par une mise au point du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Mouele Kombi rappelle qu'aucune disposition n'a été violée en ce qui concerne le processus de recrutement. C'est Escalité que le MINSEP et non la FECAFOOT a procédé au recrutement de Tony Conceição. En tant que votre employeur et responsable de votre rémunération, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, puisque vous êtes un employé de l'État du Cameroun qui paye vos salaires, il en a toujours été ainsi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique vous recrute au nom de l'État et vous met à la disposition de la FECAFOOT. Pour que cela soit clair. Autre précision à noter, François Omambiyik et Jacques Songo ont également signé leur contrat, contrairement aux usages. Les adjoints camerounais des sélectionneurs des Lions indomptables ont souvent travaillé sans contrat. En plus de ses adjoints camerounais, Antonio Conceição vient avec d'autres techniciens qui seront à sa charge, notamment Alves Rolao Baltazar, préparateur physique, Anthony Da Silva, analyste vidéo, et Ferdinand Makota, agent de liaison. Le nouveau coach accepte de résider au Cameroun. Narcisse Mouele Kombi fait savoir que c'était d'ailleurs l'une des conditions de son recrutement. Vous avez pris l'engagement de résider principalement au Cameroun pendant la durée de votre mission, ce qui était un critère éliminatoire pour les candidats qui ne voulaient pas s'y soumettre et qui ont été auditionnés par le président du groupe de travail. Résidant désormais au Cameroun, Tony Conceição et son staff apporteront leur assistance à la formation et leur conseil à l'encadrement technique des sélections jeunes, notamment A', U23, U17 et autres, souligne le ministre des Sports et de l'Éducation physique. À présent, des publics reportages Cible RH, l'entreprise Conseil s'investit dans le recrutement sur la base de l'aptitude psychotechnique. Il s'agit d'un type de recrutement très particulier qui tient compte du temps de réaction ainsi que la coordination et la tolérance au stress. Elle a invité ses entreprises partenaires à s'informer sur ce type de recrutement au cours d'un déjeuner de sensibilisation. Reportage. Les entreprises camerounaises ne prennent pas suffisamment en considération le risque que peuvent représenter des personnes en charge de la conduite, des engins motorisés au sein de leur structure. Très souvent, le recrutement de ces derniers se fait sur la base simple du CV ou de l'expérience professionnelle sans tenir compte d'un facteur important, à l'occurrence l'aptitude psychotechnique. Ça veut dire, est-ce que leur cerveau traite l'information de bon escient, tels que les temps de réaction, l'attention, la coordination, la tolérance au stress également, à gérer énormément d'informations en même temps. C'est une aptitude que l'on ne peut pas évaluer en dehors que d'un outil spécifique informatisé qui va calculer des temps de réaction à la milliseconde et qui va donner à un spécialiste des ressources humaines des informations sur l'aptitude ou pas
à conduire et donc à la finalité un risque plus important d'accidentologie pour lui et ses collaborateurs. C'est pour tenter de modifier cet ordre néfaste des choses que Cible RH a convié des responsables de recrutement de ce type de personnel au sein d'une trentaine d'entreprises de la place à un déjeuner de sensibilisation axé sur l'importance des évaluations psychotechniques dans la sécurité du travail. Nous voulons relever aux entreprises la complexité qu'il y a à sélectionner ou à évaluer un conducteur d'engin motorisé. Afin aujourd'hui qu'on ait soit un partenariat, mais qu'elle prenne les dispositions pour réduire le risque en recrutant avec les bonnes méthodes, en évaluant les personnes en place avec les outils appropriés. Au cours de ce déjeuner, le consultant en évaluation psychotechnique de l'entreprise de conseil la plus plébiscitée du territoire a donc pu édifier à suffisance les responsables en ressources humaines présents sur le rôle important que peut jouer la prévention dans le recrutement. La prévention va permettre rapidement, même avant de sélectionner la personne, de contrôler ses aptitudes, va nous assurer que dans l'entreprise, ce profil est moins accidentogène. Ça veut dire qu'il va produire moins d'accidents. Un accident a malheureusement un coût humain, des blessures, voire malheureusement des décès qui ont un coût pour l'entreprise, puisque la personne elle est en incapacité de travailler, elle doit être remplacée, on doit maintenir son salaire, mais ça peut être également ce qu'on va appeler la sinistralité, ça veut dire des petits accidents matériels, comme des pare-brises cassés, des roues endommagées, du matériel brisé qui a un coût de remplacement pour l'entreprise. Il faut dire que si de pouvoir prévoir est important pour une entreprise, Cible RH offre à celle avec qui elle travaille ce type de recrutement méticuleux, équipé comme elle l'est de matériel de qualité, d'une méthodologie et d'une équipe performante. Cible RH s'est doté des équipements nécessaires pour pouvoir accompagner les entreprises dans ce type de démarche. Il ne s'agit pas tout simplement de se fier aux outils, mais nous mettons en place une démarche complète pour accompagner ces entreprises-là. La sélection des CV, les entretiens, mais aussi les tests, qui sont des tests d'une valeur certaine, parce qu'elles ont fait leurs preuves dans d'autres environnements. Et nous cessons aujourd'hui d'avoir un étalonnage camerounais pour pouvoir apprécier les candidats que nous évaluons. Les résultats obtenus, plus que satisfaisants, sont plébiscités par les entreprises partenaires. Ils sont fiables. Ils sont non seulement fiables, mais ils sont très objectifs. Ils sont objectifs parce qu'ils s'appuient sur des expériences avérées, sur des réalités, des environnements socio-culturels. Cible RH est l'une des 4 entreprises du groupe Cible, qui en plus renferme en son sein Cible Études Conseil, Electron Services et Kyria. Et PIGE Cameroun récompense ses meilleurs étudiants qui se sont distingués durant l'année académique. Au cours de la cérémonie de remise des diplômes, les responsables ont saisi l'occasion pour faire valoir le savoir-faire de leurs enseignants ainsi que présenter les filières professionnelles. Reportage. PIGE, plus de 160 ans d'enseignement et de formation aux métiers pratiques. Paris 1850, Gervais Pigier, visionnaire et expert teneur de livres, équivalent aujourd'hui à expert comptable, crée la première école pratique de commerce et de comptabilité, un enseignement orienté vers l'acquisition des métiers et la simulation de l'entreprise. Paris 1875, Émile Pigier, son fils, lui succède et met sur pied les cours par correspondance grâce au développement des timbres et de la poste. Paris 1887, Émile Pigier ouvre le premier business collège et une section féminine spécialisée dans la dactylographie. Nantes 1906, Émile Pigier ouvre sa première école franchisée. C'est plus de 100 écoles qui chaque année se succéderont de 1950 à 1980. Plus de 30 000 élèves et étudiants seront formés chaque année. 1971, création de Pigier Langue avec la double vocation d'initiation et de perfectionnement en langue étrangère. 1976, Pigier s'allie avec le leader en France du travail temporaire. 1978, création de l'école supérieure d'administration et d'entreprise, diplôme homologué niveau 2. 1981, Pigier lance le premier enseignement du clavier par ordinateur avec des programmes issus de l'évolution technologique. 1997, Pigier intègre la compagnie de formation, filiale de Vivendi. En Afrique, depuis 1950, les Pigier d'Afrique poursuivent leur ascension dans le domaine de la formation et de l'enseignement. Pigier Maroc, Pigier Algérie, Pigier Côte d'Ivoire, Pigier Bénin et aujourd'hui Pigier Cameroun.
Piguet devient ainsi la première marque française d'enseignement universitaire à s'installer en direct au Cameroun. Douala, Bessengue, en face Hôtel Louat. Yaoundé, nouvelle route Bastos, derrière Zénith Assurance. Premières écoles à avoir une salle dédiée intelligence artificielle et organes augmentés. Tout digital. Rentrée académique, octobre 2019. Piguet, l'école des métiers de l'entreprise. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun vient d'organiser les journées citoyennes de sensibilisation, occasion pour l'entreprise de se rapprocher des populations et de voler au secours des nécessités. Reportage. De l'eau potable et surtout un message de compassion à l'endroit des patients internés dans des formations sanitaires des régions de l'Est et du Centre. L'initiative est du groupe SABC, dont les Lyonnes et les Lions se sont déployés dans le cadre de sa RSE dans les hôpitaux d'Akonolinga, de Bertois et même de Batouri. Avec eux, plus de 500 bidons de 10 litres d'eau de très haute qualité offertes à ces formations sanitaires. Je dois saluer le geste d'une entreprise qui estime qu'elle peut aussi partager de ses bénéfices avec ceux qui sont alités, leur permettant, grâce à l'eau minérale vitale, de pouvoir boire leurs produits. Nous louons vivement cette action de la brasserie du Cameroun vis-à-vis de nos malades. Nous souhaiterons que ce genre d'action soit toujours pérenne. Le précieux liquide pourra désaltérer les patients, les aider à accompagner leurs médicaments, mais aussi leur donner la possibilité de consommer une eau d'une qualité maximale, ce qui est indispensable à leur établissement. Et nous sommes fiers, puisque vous avez donné l'eau, et comme on était, on n'a même pas les moyens de payer l'eau, nous sommes maintenant tellement fiers, parce qu'on a l'eau qu'on doit donner aux enfants, ils doivent boire. Grâce à vous, vraiment, mon bébé va boire de l'eau. Vraiment, je suis très fière, très contente. Très fière d'avoir l'eau, parce que je n'avais pas l'eau et je ne savais pas comment il pouvait gérer avec mon bébé. Maintenant, il peut bien donner le lait à mon bébé. Une action à travers laquelle le groupe SABC se rapproche davantage de ses consommateurs, notamment ceux évoluant en milieu rural. Il s'agit de leur adresser un message de solidarité et de soutien et de leur rappeler l'engagement du groupe SABC en faveur des initiatives de développement, comme c'est le cas depuis plus de 70 ans. Les Lions et Lyonnes du groupe SABC sont allés rendre visite aux malades de l'hôpital régional de Bertois, de l'hôpital de district d'Akonolinga, de l'hôpital de district de Batouri, afin de leur apporter un peu de réconfort. Le groupe SABC est allé vers ces malades pour leur dire qu'ils sont au cœur de notre vie. Nous avons apporté de l'eau minérale vitale pour leur permettre de prendre leurs médicaments et de recouvrir rapidement leur santé et de rentrer chez eux. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et retrouvez du côté de Yaoundé, CH Alain Auto dans le cadre de son émission Equinox Soir avec ses invités. Bonne soirée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.